La justice a parfois le tueur sous les yeux, à portée de main, sans enquête ou presque. Certains sont pris en flagrant délit, d'autres assument leur crime et pourtant, l'instruction est loin d'être terminée. Parce qu'il faut tenter de comprendre pour juger. Ces crimes flagrants, je vais vous les raconter aussi. Ces histoires de criminels d'un genre très particulier, qui ne se cachent pas, ou si peu, ou si mal. Audrey Chabot, Dominique Cotret. Deux criminels d'un genre très particulier. Leur cible, leur bébé. On parle de néonaticide, c'est le meurtre d'un enfant de moins de 24 heures. Audrey Chabot, elle a fait tuer son bébé par sa mère, elle a été condamnée, et 10 ans plus tard, elle en a tué un autre. Et 1 an plus tard, encore un autre. Elle les a posés dans le bac de douche, elle a fait couler la douche et elle est partie. Un double néonaticide en récidive, une première dans les annales judiciaires françaises. De nouveau, on apprenait qu'il y avait une affaire avec 2 nouveau-nés qu'elle venait également de tuer. Donc j'avoue que c'était quand même une affaire qui relève de l'exceptionnel. Dominique Cotret, elle, est l'auteur d'un triste record en Europe. Cette femme a tué 8 nourrissons. Ça fait un peu froid dans le dos, puisque on se dit, cette dame, elle était enceinte, elle a accouché, elle les a mis dans les sacs poubelles, mais elle ne sait pas combien de fois elle l'a fait, et pourquoi elle a continué à le faire. Ses proches, ses juges, les experts psychiatres, tout le monde a essayé de comprendre. Elles ne font pas tout pour être découvertes, mais elles ne font pas tout ce qu'il faut pour ne pas l'être. Elle aurait tellement aimé qu'à un moment, il y ait quelque chose de divin, de l'ordre du divin, qui serait venu l'aider à sortir de cette spirale infernale. Qui sont ces criminels qui savent cacher une grossesse, cacher une naissance, tuer l'enfant qu'elles viennent de mettre au monde et qui s'effondrent dès la découverte de leur crime? En Berrieux-en-Bugey, dans l'Ain, le dimanche 24 mars 2013. Il est 8h moins 20 quand une femme appelle la gendarmerie. Son père vient de faire une découverte tellement choquante chez sa compagne qu'il est incapable de prendre le téléphone. Gendarmerie de Bourg-en-Bresse, bonjour. Bonjour monsieur, on a un petit souci. Mon père est venu me chercher chez moi en pleurs parce qu'il était avec une fille qui s'appelle Audrey et quand il leur a demandé ce qu'il voulait manger pendant la semaine, elle n'a pas répondu. Mon père a ouvert le frigo, il y avait un fœtus dedans. Il est en état de choc, je vous préviens, d'accord? Un petit souci, un fœtus dans le frigo. Les gendarmes foncent chez Audrey Chabot. Elle est seule, prostrée. Dans la cuisine, ils ne découvrent pas un, mais 2 bébés, congelés. Leur mère, c'est cette femme de 32 ans, et elle ne s'en cache pas. Elle était assise sur son lit avec son chien, et elle avait l'air extrêmement détachée. Ça ne veut pas dire qu'elle était insensible à tout ce qui était en train de se passer, qu'il n'y avait pas de tristesse, qu'il n'y avait pas de regret, qu'il n'y avait pas de remords. Mais l'apparence qu'elle a à ce moment-là, au vu de tout ce qui est en train de se passer, du drame qui est en train de se jouer, c'est qu'elle contraste. Les constatations commencent. La congélation a maintenu ces corps dans leur aspect intact. Finalement, on avait le sentiment d'être en présence de poupons qu'on pourrait acheter à une petite fille pour Noël, quoi. De poupons tout lisses, pas abîmés. On n'avait pas des corps dégradés. À 20h45, Audrey Chabot est placée en garde à vue pour le meurtre de ses 2 bébés.
Et le lendemain matin, elle s'explique. Elle a accouché en 2011, puis en 2012. Elle est sûre que l'homme qui a découvert les petits dans le congélateur est bien le père, puisqu'ils sont ensemble depuis 2 ans. Il n'y avait pas de vie commune à proprement parler, pas de vie conjugale. Il se retrouvait la plupart du temps chez lui, après sa journée de travail, à elle. Et je crois qu'au moment des faits, c'était seulement la 2e ou 3e fois qu'il se rendait à son domicile à elle. Le compagnon d'Audrey Chabot est rapidement mis hors de cause. Il ignorait ses grossesses. La mère prend tout sur elle. Il va y avoir des pleurs, hein. Autant elle a été dans le mensonge et la dissimulation auprès de ses proches, de son entourage pendant des mois ou des années. Mais alors, à partir du moment où elle est prise, comme on dit dans notre jargon, elle se met directement à table. Elle explique à quel moment elle avait accouché, dans quelles conditions, dans quelles circonstances, à quel endroit, donc chez elle, sur ses toilettes. Le premier, elle va le garder auprès d'elle, dans sa chambre, dans son lit, 4-5 jours. Elle est aussi partie travailler tout en le laissant chez elle, parfois pendant plusieurs heures, tout seul, dans son lit. Elle a su, malgré tout, le mettre en sécurité, le protéger pour pas qu'il tombe du lit en le mettant entre des coussins. Elle l'avait appelé Colin. Ce qui symboliquement aussi pose question pour un bébé qu'on met dans un congélateur. Et pour le second, ça va intervenir plus vite parce qu'elle dit de manière très... Et là aussi, ça paraît complètement à côté de la plaque, quoi. Elle dit je devais partir travailler à 5 h du matin, donc fallait que je m'en débarrasse. Le mode opératoire est malheureusement identique. Elle les a posés dans le bac de douche, elle a fait couler la douche et elle est partie. Autrement dit, elle n'a pas assisté au décès. Et ensuite, elle a mis les enfants dans un sac de type sac à provisions et le tout dans le congélateur. Audrey Chabot savait que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Mais dit-elle, elle n'avait pas d'autre recours. Elle a les symptômes de quelqu'un qui est enceinte, elle le sait, simplement, elle ne le dit à personne, elle ne l'assume pas. Elle dit qu'elle est bien enceinte, qu'elle est bien quand elle porte ses enfants, qu'elle les a à l'intérieur d'elle, mais qu'elle a la certitude, la conviction, c'est pas juste le sentiment ou l'impression, c'est la certitude, la conviction de ne pas pouvoir être mère, de ne pas être capable d'être mère et de ne pas avoir le droit d'être mère. Et elle se l'interdit. Parce qu'elle traîne déjà un lourd passé judiciaire. Un passif dont un journaliste local se souvient immédiatement quand il découvre l'affaire ce dimanche-là. Je commence à parler un peu avec des voisins qui me donnent le nom de la personne qui a été emmenée par les gendarmes. Et Audrey Chabot, ça me dit quelque chose. Je crois que cette personne a déjà été jugée aux assises pour un néonaticide. Et là, de nouveau, on apprenait qu'il y avait une affaire avec 2 nouveau-nés qu'elle venait également de tuer. Donc j'avoue que c'était quand même une affaire qui relève de l'exceptionnel. À 32 ans, Audrey Chabot est donc une récidiviste. Elle s'est déjà débarrassée d'un bébé. C'était en mars 2002, 11 ans plus tôt, quasiment jour pour jour. L'affaire du 28 mars 2002, elle débute à l'hôpital d'Ambérieu-en-Bugey. C'est-à-dire qu'ils accueillent une jeune femme qui vient de faire une fausse couche, selon ses dires. Et le gynécologue s'aperçoit que pour une fausse couche, ça ne colle pas. Il y a du placenta, il y a des signes vraiment chez une parturiente qui ne trompe pas. Et donc l'hôpital alerte la gendarmerie en disant voilà, on a une femme qui nous dit qu'elle a fait une fausse couche. Or, c'est une femme qui vient d'accoucher, mais il n'y a pas de bébé.
Audrey Chabot a alors 21 ans. Elle vit encore chez ses parents. Dès le lendemain de ce signalement, les gendarmes l'entendent, ainsi que sa mère Jocelyne. Bizarre, cette fausse couche à laquelle ne croient pas les médecins. Mais la fille et la mère s'entêtent. Ce qui est curieux, et les gendarmes qui ont interrogé l'entourage le rappellent à Audrey, c'est qu'elle a déjà eu des soucis avec son premier enfant. Un petit garçon de 2 ans, dont elle a caché l'arrivée à tout le monde. Ils l'ont découvert au bout de 6-7 mois environ. Et ensuite, comme elle continuait à être scolarisée, il a été élevé plutôt par sa maman. Et elle, finalement, elle l'a dit plus tard, elle se considérait un peu comme une grande sœur. La conviction des gendarmes est faite. Audrey Chabot a sans doute caché sa 2e grossesse. Et les experts confirment. Cette femme a pu accoucher d'un enfant viable en mars 2002. Alors, le 24 juillet, 4 mois après le signalement du gynéco, Audrey Chabot est placée en garde à vue, avec sa mère, Jocelyne, qui est soupçonnée de l'avoir assistée. Coincée, Audrey reconnaît qu'elle attendait bien un bébé et qu'elle a découvert sa grossesse à la fin de l'année 2001. Et là, elle a accouché dans les toilettes. Son petit garçon de 2 ans dormait dans la chambre d'à côté. Sa maman était là, elle a été réveillée probablement par les pleurs du nouveau-né. Et elle a elle a découvert que, en un seul trait de temps, que sa fille était enceinte et qu'elle venait d'accoucher. Audrey Chabot raconte qu'elle lui a demandé d'aller chercher une paire de ciseaux pour couper le cordon ombilical. Et elle lui a dit « Je n'en veux pas, fais-en ce que tu veux ». Elle assure qu'elle a donné l'enfant à sa mère et elle ne sait pas ce que Jocelyne en a fait. Et elle ne le lui a jamais demandé. Elle dénonce donc sa propre mère. Jocelyne aurait supprimé le nouveau-né. Le problème, c'est que, dans le bureau d'à côté, sa mère dit exactement l'inverse. Jocelyne Chabot raconte qu'elle a vu un sac poubelle dans la cuisine et qu'à l'intérieur, le bébé ne bougeait plus. Chacune campe sur sa version pendant plus d'1 an, derrière les barreaux. Et c'est la fille qui craque la première devant la juge en septembre 2003. Audrey Chabot raconte qu'elle lui a demandé d'aller chercher un sac poubelle. Et c'est Audrey Chabot qui a placé le nouveau-né dans le sac poubelle. Elle a refermé le sac. Elle a donné le sac à sa mère. Sa mère avoue à son tour. Jocelyne Chabot reconnaît que c'est elle qui a étranglé le bébé, son petit-fils, dans le sac poubelle avant de se débarrasser du corps. Sa maman finira par conduire les enquêteurs dans une maison qui est un peu sur les hauteurs d'Amberieu, sur les hauteurs du lotissement, et dans laquelle elle a dissimulé ce petit cadavre. La justice donne une existence légale à cet enfant, ce sera Vincent Chabot. En avril 2005, mère et fille se retrouvent devant la cour d'assises de l'Ain, Jocelyne pour meurtre et Audrey Chabot pour assassinat. C'est une affaire qui est finalement assez exceptionnelle. Un néonaticide, bon, c'est déjà pas très courant, mais surtout un néonaticide commis avec l'aide de la grand-mère de l'enfant, de la maman de la femme qui accouche. Audrey Chabot, elle, n'a commis aucun acte pour tuer cet enfant. C'est la grand-mère qui, elle, a accompli le geste meurtrier. Et tout l'enjeu du procès, c'était finalement de savoir qui était responsable de quoi. Est-ce que Audrey Chabot, quelque part, avait pu inciter sa maman à commettre cet acte? Pour aider les jurés à répondre à ces questions, les experts psychiatres et psychologues dressent le portrait robot de ces 2 femmes. Jocelyne Chabot, elle est née d'une fratrie de 7 enfants et elle a une vie particulière parce que dès l'âge de 7 ans, en CP, elle est placée en internat où elle restera tout au long de sa scolarité.
Donc on peut penser que ça a dû être bien, bien difficile et douloureux. La mère d'Audrey a épousé un militaire. À l'époque, elle travaillait, mais elle n'a plus travaillé par la suite pour s'occuper de ses enfants. Elle en aura 3. Et aussi pour suivre son mari au gré de toutes ces différentes mutations. Audrey Chabot est sa 2e enfant. Après un bac pro en hôtellerie, elle devient serveuse aux messes des officiers à la base aérienne d'Ambérieu en Bugey. À l'issue de ses études, elle s'est engagée dans l'armée et elle travaillait sur la même base militaire que son père, Ambérieu en Bugey. Elle avait signé un contrat de 4 ans et c'est durant ce contrat que les faits se sont déroulés. Très rapidement, la relation mère-fille est au cœur des débats. Les relations d'Audrey avec sa mère ne sont pas décrites par la fille de la même manière que par la mère. Jocelyne Chabot ne se limite qu'à vouloir donner une bonne image d'elle-même en tant que personne, en tant que mère. Elle a pu dire qu'elle a aimé ses enfants car il ne manquait de rien. Et je pense que ça résume bien ses capacités maternelles sur le plan affectif. Audrey décrit une mère très distante, très froide, imprévisible, agressive, qui passe son temps à faire le ménage. Un détachement que le public perçoit aussi pendant l'audience. La mère d'Audrey Chabot, c'est un bloc de glace. Finalement, elle parlait mieux à son chien qu'à sa fille. Et ça veut tout dire. Ni la mère, ni la fille ne s'est expliqué à la cour pourquoi elle a tué ce bébé. Ce qui est certain, c'est qu'Audrey ne voulait pas cet enfant, dit-elle. Ce qui est certain, c'est que la mère n'a pas pu s'opposer à cette parole prononcée par quelqu'un qui vient d'accoucher. Audrey a un peu plus de 20 ans et elle est très immature. Et la mère, elle, ne joue pas son rôle de mère, d'adulte. La maman d'Audrey Chabot, même si elle était surprise de la situation, on aurait pu imaginer qu'elle ait pu dire « bon, bah, c'est un enfant, je vais pas tuer un enfant », elle aurait pu avoir plus de recul. Une fille immature. Une mère si détachée qu'elle est incapable de raisonner sa fille ou de prendre la bonne décision. Et entre les deux, pas de parole, pas d'échange. Il avait été question de la maison du silence. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quand même cette scène de cette jeune femme qui accouche dans les toilettes, qui confie le bébé à sa mère, qui ensuite le tue et va cacher le corps. Mais elles ne reparleront plus jamais de cette scène. Pas un mot, pas un regard. Alors, si c'est pas la maison du silence, qu'est-ce que c'est? Face à ces silences, les jurés se montrent plus sévères avec Jocelyne, cette femme de 51 ans, mère de 3 enfants qui a étranglé un nourrisson. 18 ans de prison pour elle. Sa fille Audrey, elle, écope de 15 ans de réclusion criminelle, de peine très lourde pour ce genre de crime. Dans ces affaires de néonaticide, la justice estime quand même souvent que la maman a commis un crime, mais un crime qui est souvent lié à une solitude, ce sont des mères souvent désemparées. La justice est quand même pas très sévère. Là, c'est un quantum qui est quand même très élevé. Dominique Audrey Chabot est condamnée à 15 ans de prison en 2005. Et pourtant, 5 ans plus tard, elle est libre. Ouais. Pourquoi ? 15 ans de prison, la sûreté légale, c'est la moitié, 7 ans et demi. Quand elle est condamnée en 2005, Audrey Chabot a déjà fait de la détention préventive. Et donc en septembre 2010, elle est fondée à demander une libération conditionnelle. Ce qu'elle fait, elle a un excellent dossier. Elle s'est bien tenue en prison, elle a un projet de sortie, son père va l'héberger, une association lui a trouvé un boulot, et puis elle explique à la juge d'application des peines qu'elle veut demander la garde de son fils. Et ça, c'est un plus. Alors, le juge d'application des peines, qui s'appuie aussi sur des expertises psychiatriques, qu'est-ce qu'elles disent d'ailleurs ? Alors, les experts sont interrogés sur sa dangerosité. Tous soulignent son immaturité constante pendant toute la période de sa détention. Mais ils disent que
Audrey Chabot ne présentera aucune dangerosité plus tard en milieu libre et que le risque de récidive est très faible. D'ailleurs, elle-même, Audrey Chabot, dit à un psychiatre en mai 2010, je cite, « Ça ne se reproduira pas car j'ai pris conscience de la chose. » La chose, c'est ce qu'elle a fait. Là où tout le monde est d'accord, Christophe, c'est que Audrey Chabot, si elle sort, elle doit faire l'objet d'un suivi psychiatrique. D'ailleurs, le juge d'application des peines va l'inscrire dans ses obligations. Elle doit voir un psychiatre, sinon son contrôle judiciaire saute, elle peut retourner en prison. Donc, pas de dangerosité et pas de risque de récidive, on est d'accord? Oui. Et pourtant, en 2013, les gendarmes trouvent 2 bébés dans son congèle. Ben oui, mais les psys avaient prévenu. Les psys avaient dit il faut qu'elle suive une psychanalyse. Or, Audrey Chabot n'a jamais pris rendez-vous avec un psy. Mais personne s'en est rendu compte de ça? Non. Elle se présentait régulièrement au rendez-vous du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle y est allée une quinzaine de fois, jusqu'à la fin de son suivi, 23 janvier 2013. Et la conseillère d'insertion et de probation lui demandait « Vous avez pris rendez-vous ?»« Non, mais je vais le faire. » Puis ensuite « Oui, j'ai pris rendez-vous. » Et puis ensuite « J'ai pris rendez-vous, mais le psychiatre va vous envoyer les justificatifs. » Et cette conseillère d'insertion, elle le dira aux gendarmes en 2013. Elle leur dira « Je l'ai cru. Tout simplement, je l'ai cru. » La suite, on la connaît. 2 bébés noyés, fin 2011 et fin 2012. Oui, ça fait à peine 1 an qu'elle est sortie de prison. Le 26 mars 2013, un peu plus de 2 ans après sa libération conditionnelle, Audrey Chabot est donc à nouveau mise en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans. Et devant la juge d'instruction, elle répète son besoin de garder ses bébés près d'elle. Régulièrement, elle va ouvrir ce congélateur et leur dire qu'elle les aime. Ils sont son émanation, son prolongement, ils font partie d'elle. En juillet 2013, Audrey Chabot accepte de refaire chacun de ses gestes lors d'une reconstitution. Je l'ai embrassé. D'accord, alors on va prendre une photo de vous en train d'embrasser le poupon. Vous pourrez pas? Alors c'est juste un poupon. Dans les questions qu'on se pose classiquement dans une enquête, il y a qui, où, comment et pourquoi. Les 3 premières questions, on a rapidement la réponse. Je vais la poser au sol. D'accord, donc ça vous le faites à vous. Oui. C'est surtout pourquoi. Pourquoi, après une condamnation lourde à 15 ans de réclusion criminelle, 8 ans d'incarcération, pourquoi est-ce qu'elle a pu non seulement recommencer, mais recommencer 2 fois? Donc ça va être un dossier qui va essentiellement porter sur la personnalité, la psychologie d'Audrey Chabot. Les psychiatres et psychologues qui avaient expertisé Audrey Chabot 11 ans plus tôt après son premier crime sont de nouveau appelés à l'examiner. On ne peut analyser le risque de récidive qu'à partir d'éléments psychiatriques. Est-ce que c'est quelqu'un d'impulsif? Est-ce que c'est quelqu'un qui délire? Est-ce que c'est quelqu'un qui est ordinairement violent? Or, Audrey Chabot n'avait aucune de ces caractéristiques. Donc, il n'y avait, hélas, aucun facteur qui pouvait laisser penser qu'elle pouvait récidiver. Comme le magistrat, les experts s'intéressent à la vie qu'Audrey Chabot menait depuis sa sortie de prison en décembre 2010. C'est quelqu'un qui travaille, elle a un emploi de serveuse dans un bar d'Ambérieu-en-Bugey où elle donne globalement entière satisfaction. Elle est décrite comme quelqu'un de serviable, comme quelqu'un de tourné vers les autres, qui ne compte pas ses heures, qui travaille, qui est souriante, qui est avenante. Ça, c'est l'extérieur, c'est la façade. L'intérieur est très différent. Il est important de comprendre le clivage qu'il y a dans sa personnalité. Entre ce qu'elle donne à voir et un champ affectif, je dirais, dévasté. Je l'interroge, dans votre famille, qui compte sur le plan affectif, avec qui pouvez-vous vous rattacher? 10 personnes. Et du reste, j'ai dû prendre un chien pour avoir de l'affection.
Il n'a plus de nouvelles de sa mère, qu'elle a croisée en détention, sans se parler. En revanche, elle continue d'avoir des relations avec son père. Ses parents ont divorcé, son père s'est remarié. Il vient la voir. Il s'inquiète de ce père, compte tenu des antécédents d'Audrey. Il se pose des questions. Mais elle ne lui dit rien. Absolument rien. Audrey Chabot est quelqu'un qui a une très forte mésestime d'elle-même. Elle se situe à une place d'objet dans sa relation à l'autre en général, singulièrement au plan affectif, et pas de sujet qui peut dire oui, qui peut dire non, qui peut donner son avis et qui s'affirme. Contrairement au crime de 2002, cette fois, Audrey a agi seule. Mais les mécanismes de la mère néonaticide restent identiques. On parle de personnalité asif, de personnalité comme si. Elle fait comme si la réalité n'existait pas. Elle dit qu'elle sait qu'elle est enceinte, mais elle fait comme si elle ne l'était pas. Et de toute façon, physiquement, ça ne se voit pas. C'est ce fameux concept de grossesse secrète que j'oppose au déni de grossesse. Et de façon synthétique, on peut retenir 1, qu'elle a une gestion de la contraception qui est très fantaisiste. 2, qu'elle adore le fait d'être enceinte. 3, qu'elle adore l'idée d'être mère. Et donc ça, c'est quelque chose que je découvre avec Audrey, finalement, c'est-à-dire de toxicomanie à la grossesse, c'est-à-dire qu'elle se sent vraiment très bien quand elle est enceinte. C'est quelqu'un qui a un rapport à la grossesse et aux enfants qui est quand même très pathologique. Tout se passe comme si elle avait droit de vie et de mort sur ses enfants, dans une position qu'on pourrait qualifier d'omnipotente, de toute puissance. C'est un peu comme des poupées. Et finalement, une fois qu'elle ne peut plus jouer avec, elle les tue. Et après, elle a un rapport avec eux comme on peut l'avoir avec un jouet cassé. C'est-à-dire qu'elle dit que de temps en temps, elle ouvrait la porte du congélateur et elle mettait la main sur leur corps, comme on peut le faire avec un jouet cassé. Donc elle a un rapport à ses enfants qui est un rapport à un objet. Tenter de comprendre Audrey Chabot ou la punir sévèrement? C'est le dilemme de la justice dans cette affaire extraordinaire. Son procès s'ouvre le 27 février 2015 à Bourg-en-Bresse. En état de récidive légale, Audrey Chabot encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'affaire est tellement exceptionnelle, on voudrait comprendre pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle n'a pas parlé, pourquoi elle s'est repliée sur elle-même. Vous auriez dit presque un oiseau tombé du nid, un peu recroquevillé, la tête baissée. Cette femme était rétractée, comment dire, écrasée par son malheur. Ça, c'était frappant. La presse est là, il y a un public très important dans la salle, les livrets en pâturent à tous ces regards, et pour des actes que la morale réprouve absolument. Dans ce procès, les regards se tournent aussi vers le compagnon d'Audrey Chabot, celui que les expertises génétiques ont désigné comme le père des 2 bébés tués. Il aura une phrase terrible à la cour d'assises à propos d'Audrey Chabot. Je vais l'interroger afin de savoir si il lui reconnaît au moins une qualité. Et il me répondra « Oui, elle fait bien les fellations ». Donc lorsqu'un homme qui a vécu pendant 3 ans avec une femme vous dit ça, je crois que tout est dit. Elle décrit un homme qui la maltraite, mais elle ne le quitte pas, comme si tout vaut mieux que d'être abandonné, je dirais. Elle se sert de l'autre comme d'une charpente. C'est-à-dire que c'est ça la personnalité abandonnée, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être avec quelqu'un. Et que si l'autre vient à partir, si le couple vient à éclater, eh ben elle se retrouve comme une maison sans charpente, elle va s'écrouler. Mais la personnalité d'Audrey Chabot est rapidement reléguée au second plan, car ce procès, à Bourg-en-Bresse, c'est celui de la récidive.
Et le ministère public se montre sévère avec l'accusé. J'ai commencé mon réquisitoire en demandant à la cour jurée si par hasard on ne pouvait pas observer une minute de silence en l'honneur de ces 2 enfants qui étaient morts et qui n'avaient eu quasiment pas d'existence juridique. Attention, l'infanticide n'est pas un crime ordinaire. Et la loi est plus exigeante envers ceux qui ont déjà été condamnés une fois. Audrey Chabot a tué, cette fois-ci, 2 enfants. Et dans des conditions absolument épouvantables. Mais sapristi, si ce n'est pas l'avocat de la société qui défend des nourrissons qui ont entre quelques heures et quelques jours pour vivre en disant « ça, c'est un crime majeur, mais qui le fera ?» L'avocat général retient l'altération du discernement et il requiert 27 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3. Certains ont voulu absolument se placer sur le plan de la morale, alors que la morale n'avait rien à voir dans tout ça, que c'était pas le problème, et qu'une justice qui raisonne par rapport à la morale est forcément une justice qui va se tromper. L'enregistrement s'est terminé. La Cour et jury ont condamné Audrey Chabot à la peine de 23 ans de réclusion criminelle. Ce verdict, Audrey Chabot ne l'accepte pas. Le 20 juin 2016, son procès en appel s'ouvre à Lyon. Et là, les cartes sont rebattues. Car l'accusé a choisi la contraception définitive, la ligature des trompes. Et c'est un argument pour la défense. La récidive est impossible puisque médicalement ce n'est plus possible. On ne peut pas prédire l'avenir, mais on a le sentiment que ça va mieux se passer qu'à Bourg-en-Bresse. Car le président de la cour d'assises, comme l'avocat général, tiennent avant tout à comprendre le geste de l'accusé. On peut se dire, elle n'a pas compris la première fois, il faut taper plus fort la seconde. Ça me paraît un peu binaire comme raisonnement, peut-être pas assez subtil pour un dossier qui est essentiellement axé sur l'évolution d'une personnalité. C'est pas aussi simple que de convaincre quelqu'un qu'il faut pas tuer l'amant de sa femme par jalousie, qu'il faut pas braquer une banque par appât du gain. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que les ressorts psychologiques et psychiatriques de sa personnalité, la justice a quand même assez peu de prise dessus, me semble-t-il. À la barre, les experts tentent d'apporter des solutions pour éviter les récidives en matière de néonaticide. L'enseignement que nous pouvons tirer, nous, en tant qu'experts, de cette récidive, c'est la nécessité, au cours du suivi, de demander des tests réguliers de grossesse. C'est-à-dire, non pas pour qu'il y ait forcément une interruption de cette grossesse, mais qu'au moins celle-ci soit suivie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est rarement fait et que je pense qu'il devrait être généralisé. Malgré cette volonté de comprendre l'accusé, l'avocat général requiert 20 ans de réclusion criminelle. Alors la défense se lève et elle va retourner la salle. C'est une femme extrêmement dévalorisée, extrêmement culpabilisée, qui a une très faible estime d'elle-même. Et donc, elle n'est pas digne d'être mère, parce que pour être mère, il faut avoir une certaine estime de soi, une certaine confiance en soi. Et je crois qu'au moment où elle passe à l'acte, c'est véritablement tout le mal-être qu'elle a en elle-même qui s'exprime. Une plaidoirie qui touche l'avocat général. Dès que son conseil s'est rassis après une plaidoirie, je peux qualifier de remarquable, j'étais assez convaincue que 20 ans, c'était trop. Pourquoi est-ce qu'on incarcère les gens pour qu'ils soient punis? Et parce qu'on estime qu'ils sont dangereux. Audrey Chabot était dangereuse pour les enfants qu'elle était susceptible de mettre au monde. Donc la dangerosité, la notion de dangerosité, elle était quand même assez réduite. Finalement, Audrey Chabot est condamnée à 13 ans de prison. On était très
très touché. Je le suis encore d'ailleurs parce que on a vraiment le sentiment que on a été face à des magistrats et des jurés qui ont eu une certaine empathie à l'égard d'Audrey Chabot et non pas une condamnation morale aveugle telle qu'on avait pu la vivre dans le passé. Daniel Zaguri, pourquoi ces mères tutellent leurs enfants? Pourquoi? Ce que je vais dire, c'est extrêmement cynique. Elles tuent une chose qui sort de leur ventre et qui n'a jamais été anticipée comme un enfant, parce que dans une grossesse, si vous voulez, il y a les manifestations physiques, biologiques de la grossesse, mais il y a aussi un vécu psychique. Elles n'ont jamais été enceintes psychiquement. Donc, cette chose qui sort de leur ventre, c'est ce qui vient contredire le déni qui a été le leur pendant des mois. Et donc, elles vont le faire disparaître au plus vite pour rétablir ce déni. Disparaître, oui et non. Parce qu'elles tuent, elles congèlent et elles conservent leur bébé parfois près d'elles dans un sac. Oui, alors, ce qu'il faut noter d'abord, c'est que généralement, il n'y a pas de grandes précautions pour ne pas être appréhendées. Hein. Donc elles font tout pour être découvertes? Elles ne font pas tout pour être découvertes, mais elles ne font pas tout ce qu'il faut pour ne pas l'être. Alors, la congélation. Je vais vous faire une double réponse. Une première réponse pragmatique, cynique, atroce. Je dirais que c'est parce que le congélateur, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour garder un bébé dans une maison. La deuxième réponse, c'est que cette chose qui est sortie de leur ventre, elles ont en quelque sorte le pressentiment que ce n'est pas une chose. Mais ça n'est pas non plus un bébé. Il n'est pas vivant, il n'est pas mort. Il est comme dans les limbes. Et le fait de le congeler, c'est comme laisser ouvert l'espoir d'une accession à la vie. Et ça nous paraît complètement fou. Mais Daniel Zaguri, qu'on le fasse une fois, bon. Mais parfois, les cas s'enchaînent. Il y a quelque chose qui défie notre rationalité. Et alors, on a très vite envie de penser que ce sont des malades mentales, que ce sont des folles. Et ça l'est pas? Et non. Et non. Alors, il y a un cas que vous connaissez, c'est celui de Dominique Cotterêts, puisque vous l'avez co-expertisé. Elle est accusée d'avoir tué 8 bébés, les siens. Arleux dans le Nord, le samedi 24 juillet 2010. Il est environ 19h quand le téléphone sonne à la gendarmerie. C'est un monsieur de Villers-Roterre qui nous explique qu'en faisant du jardinage, il a découvert des sacs plastiques contenant probablement des animaux morts et veut simplement savoir quelle est la marche à suivre. Et je décide, par acquis de conscience, d'aller faire une vérification, d'aller voir ce qu'il y a dans ces sacs. Il y a une odeur très forte de putréfaction qui se dégage. On a 2 emballages différents, on en prend un au hasard et on commence à l'ouvrir et on va constater tout de suite la présence d'une masse grisâtre, un peu gluante. Pour moi, rien de connu, rien de déjà vu. Mais ce qui m'étonne, c'est l'absence de poils, alors que je m'attendais à trouver des animaux. Sur cette boule, on va rapidement voir qu'il y a quelques plis. On va découvrir un bras et le visage d'un nourrisson. C'est un sentiment partagé entre la surprise et l'horreur. Un cadavre de nouveau-né enterré dans un jardin. À 20h25, la brigade de recherche de Douai et les techniciens en identification criminelle prennent le relais. Je constate qu'il y a la présence de 2 fontanelles, donc il y a au moins 2 bébés, 2 corps. Après, effectivement, vient la phase enquête et notamment à qui sont ces bébés. Rapidement, les propriétaires des lieux sont écartés.
Leur profil d'âge ne me semblait pas correspondre avec ce qu'on avait découvert, puisque les cadavres et ce qu'on avait découvert malheureusement dans le jardin, c'était pas quelque chose qui avait été mis la veille. On apprend que ce corps de ferme a appartenu à la famille L'Empereur. On va chercher à connaître la composition de la famille, aussi bien les garçons que les filles. Pour la majorité des frères et sœurs, ils habitent encore dans le Douaisis. Parmi eux, Dominique, la petite dernière de la famille. Elle a 46 ans et elle vit avec son mari, Pierre-Marie Cotret, à quelques mètres de la ferme où elle a grandi. On rencontre Madame Cotret, qui était dans la cuisine. Donc très simplement, on se présente, brigade des recherches de Douai, on aurait besoin de vous entendre. On dit ok, demain matin, je viendrai à 8h30, 9h. On remonte dans la voiture avec mon collègue, on n'échange aucun mot. Et à ce moment-là, on se tourne l'un vers l'autre, et on s'est dit, il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'en général, quand on convoque les gens, ils nous demandent pourquoi. 3 jours après la découverte des sacs, à 8h30, Dominique Cotret et son mari se présentent à la brigade de Douai en tant que simple témoin. Elle est soignante de domicile, donc elle fait un métier où elle rend service aux gens. Je fais son environnement familial, sa vie, elle est mariée, 2 enfants. 2 filles d'une vingtaine d'années, dont une, la deuxième, a surpris tout le monde à sa naissance. D'après sa famille, Dominique a en effet caché qu'elle était enceinte. Je la pousse en disant, mais si vous l'avez caché la deuxième, pourquoi vous n'auriez pas caché la troisième, et la quatrième? Et au bout d'un moment, bon, quand je vois qu'elle commence à vraiment être très mal, et on a fait une petite pause pour qu'elle se calme un peu. Et puis on a repris l'audition. Assez rapidement, elle a dit que c'était elle. En fait, c'était 2 de ses enfants qu'elle avait mis enterrés. Il est 11h, Dominique Cotret est placée en garde à vue. Et elle raconte tout. Ça s'est passé en 1989, puis en 1991. Lorsque les contractions viennent, elle va s'isoler dans les toilettes. Elle va accoucher seule, en essayant de retenir ses cris. Dans des conditions extrêmement rudimentaires. Elle savait pertinemment qu'elle lui donnerait la mort. Donc elle explique qu'elle avait préparé des serviettes, des sacs poubelles, tout de suite, et en fait, elle l'a étouffé. C'était assez dur, parce que quand elle lui pose la question, est-ce que le bébé a crié? Elle dit, je crois que le premier a crié. Prenez un coup dans le moral, quand même. Et le deuxième bébé, comment vous avez fait? Elle explique, elle dit, le deuxième bébé, je me souviens plus s'il a crié. Je dis, c'était un garçon ou une fille? Elle dit, je sais pas, j'ai pas regardé. Les gendarmes sentent que Dominique Cotret leur cache encore des choses. Dominique Cotret parlait souvent de sacs poubelles de couleur noire. Or, lors des constatations, il s'agissait de sacs poubelles de couleur bleue. J'ai pris la décision de lui montrer les photos des sacs poubelles et des sacs. Je la vois, pareil que la première fois, blocage. C'est là que j'ai refait une pause. Je dis, bon, on va faire une petite pause parce que là, pas bien. C'est elle qui a commencé à me reparler de ces sacs. Elle m'a déclaré, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Donc je vous avoue que ça, sur l'instant, on a été un petit peu surpris. Parce que là, je comprends plus. Parce que moi, dans mon esprit, il y en avait plus d'autres, qu'on en avait trouvé 2, voilà. Voilà, je me suis dit, mais combien? Où? Quoi? Elle n'arrive pas à nous donner un chiffre exact. Elle a consenti à nous expliquer, à nous dire, voilà, les sacs se trouvent dans mon logement, à Villers-au-Tertre, sous l'ancien emplacement de la cuve à fioul. Impossible d'emmener Madame Cotret, parce qu'elle n'était pas dans un état physique qu'on puisse l'emmener, c'était impossible.
Donc on a emmené le mari avec nous. Dans le garage, on trouve ce qu'elle nous a dit. Quand on enlève les pots de fleurs en plastique qui étaient dessus, on trouve des sacs de poubelle en fait. On ouvrait des sacs et dans les sacs il y avait d'autres sacs. Alors on se dit mais ça s'arrêtera jamais quoi. Et le mari qui était à côté, il voulait plus regarder parce que le mari il voulait pas, il était assis, il pouvait plus. À la fin, on savait même plus combien on en avait. Et au total, voilà, on trouvera 6 autres bébés. Elles sont dans un état de conservation assez étonnant, en plus technique, enfin, c'est ce qu'on appelle un état de saponification. C'est un petit peu le corps se momifie en fait. Hein. Psychologiquement, ça a été difficile. C'était le soir, j'ai mal dormi, honnêtement, j'ai mal dormi ce soir. Des cadavres, j'en ai fait. 8 bébés, c'était la première, j'espère la dernière fois. Huit infanticides, du jamais vu en Europe. Les gendarmes ont des aveux, mais l'enquête est loin d'être terminée. Dominique Cotret a-t-elle tué ses enfants toute seule? Est-ce que quelqu'un était au courant? Et puis, pourquoi ces crimes? Le lendemain matin, le 28 juillet 2010, sa garde à vue et celle de son mari reprennent. C'était assez délicat de dire à Madame Cotret, en fait, il y en avait 6 dans les sacs dans le garage. Ça, c'était assez difficile. Donc je voulais avoir des explications sur comment elle avait fait sur les 6 autres. La manière d'opérer était la même que sur les 2 premiers. Ça fait un peu froid dans le dos, puisque on se dit, bah, cette dame, elle était enceinte, elle a accouché, elle les a mis dans les sacs poubelles, mais elle ne sait pas combien de fois elle l'a fait. Et pourquoi elle a continué à le faire? Puisque on se dit, bah, y a des moyens de contraception, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Bah non. Donc ça a été compliqué à un moment de comprendre. Les gendarmes insistent. Pourquoi avoir caché 8 grossesses et tué 8 bébés? Il faut prendre le temps de l'écouter. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est très introverti, qui a du mal à dire les choses. La question avait été posée à Dominique Cotret si elle n'avait pas été victime d'un inceste, ou d'une agression, ou d'un viol, ou d'une quelconque agression sexuelle. On lui demande qui est le père, hein, et on lui demande ensuite ses motivations, la raison de ses infanticides. Et de se dire, elle a voulu cacher les enfants à son mari. Elle n'a jamais eu de relation extra-conjugale d'après toute la famille. Je lui pose la question quand même. Et à aucun moment, elle a de doute. Elle dit non, c'est lui. C'est mon mari. En fin de garde à vue, lors de sa 7e audition, Dominique Cotret finit par lâcher une explication. En fait, elle a peur des docteurs. Elle ne veut plus être auscultée, puisque lors de l'accouchement de sa première fille, elle a été confrontée, dit-elle, à une sage-femme qui l'a clairement malmenée. Ils ont dû utiliser une ventouse pour sortir l'enfant. La sage-femme me disputait par rapport à mon poids. Et Dominique Cotret a fait un rejet du corps médical dans son ensemble. Aucune contraception, aucun suivi gynécologique. Dominique Cotret est tombée enceinte 8 fois à partir de 1989 et elle a tué ses 8 bébés. Les 2 premiers, elle raconte que ce n'est pas elle qui les a mis dans le jardin. Elle s'étonne de leur présence enterrée dans le jardin. Elle les avait laissés dans le grenier de l'habitation de la ferme. Donc ça, elle n'a aucune explication. Et ma foi, son récit assez spontané nous laisse croire qu'effectivement, elle dit la vérité à ce sujet. Quelqu'un d'autre les aurait donc déplacés. Les 6 autres bébés, elle ne les a pas tout de suite cachés dans le garage. Pendant des années, ils sont restés tout près d'elle.
À un moment donné, elle les a mis dans l'armoire qui se trouve dans la chambre parentale. Et en fait, voilà, quasiment au pied du lit. Mais est-ce qu'elle a fait tout ça toute seule? On s'est posé la question, effectivement, comment le mari ne s'est jamais aperçu que son épouse était enceinte. Notamment, donc 8 fois en plus. En garde à vue, le mari jure qu'il ne savait rien. Ce que sa femme a fait, c'est une honte. En fait, Dominique Cotteray est une personne qui est obèse et qui s'habille toujours de manière à cacher ce corps dont elle nous a dit avoir honte. Donc en fait, je pense que son mari, physiquement, n'a jamais remarqué qu'elle était enceinte. Je lui ai dit, mais quand vous accouchez, il y a du sang, il y a des... C'est pour ça, votre mari s'en est jamais aperçu. Elle dit, bah non, soit elle faisait ça dans les toilettes, soit sur son lit, et elle rangeait tout. Le juge se laisse aussi convaincre. Entendu pour recel de cadavre, Pierre-Marie Cotteray est finalement placé sous le statut de témoin assisté. Sa femme, elle, est mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans, et elle est immédiatement incarcérée. Et l'instruction se poursuit. Comment cette aide-soignante de 46 ans, aux petits soins pour sa famille, en est arrivée à étouffer 8 bébés? Une instruction qui suscite beaucoup de curiosité. Ça allait être le plus gros infanticide de l'histoire judiciaire française. Donc ça pouvait pas être anodin et ça pouvait pas ne pas intéresser les médias. Et ça les a intéressés en France et à l'étranger. Et notamment en Corée. Parce que depuis l'affaire Courgeot, les Coréens sont très intéressés à ces histoires d'infanticide français. Voilà. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ont l'impression que c'est une de nos spécialités. Voilà. Il y a les médias du monde entier qui débarquent à Villers-Rotertre. C'est un petit village de 610 habitants à 15 km de Douai, petit village tranquille. Il y a vraiment une stupéfaction parce que c'est vraiment Dominique Cotteray, c'est la mère modèle, dévouée, grand-mère idéale, toujours prête à rendre service, très discrète. Donc il y a une espèce de sidération. Tout de suite, il y a ce côté, c'est l'enfant du village. Il y a une espèce de défense tout de suite, d'empathie et de compassion énorme dans cette affaire. Le village fait bloc derrière Dominique, comme son mari d'ailleurs, qui la soutient sans relâche devant les caméras. Je peux pas partir d'une femme comme ça, c'est pas possible. Pas possible. Les gens ils pourront dire ce qu'ils veulent. C'est mon épouse, c'est tout quoi. Mais au fil des mois, la famille de Dominique Cotteray se divise, jusqu'à imaginer l'inimaginable et le souffler aux gendarmes. On a décidé, avec la juge d'instruction, de mettre la totalité de la famille sur écoute. Cette mise sur écoute avait surtout pour but d'avoir des éléments nouveaux à exploiter. L'un des beaux-frères de Dominique Cotteray a dit dans la discussion avec une sœur que, et selon lui, il ne serait pas étonné que Dominique Cotteray ait eu des relations sexuelles avec son père. Un inceste. Le beau-frère est en boucle sur cette explication. La juge veut en avoir le cœur net. Alors, le 2 février 2011, Dominique Cotteray est de retour dans son bureau. Le procureur est là, lui aussi. Pour un nouvel interrogatoire, le 5e en 6 mois. On est tous dans l'envie de comprendre. Et en réalité, Madame Cotteray, elle est horripilante. Elle est horripilante parce que elle n'est pas claire. Au cours d'un même interrogatoire, elle peut dire tout et son contraire. Ce jour-là, la juge décide d'aborder cette question de l'inceste avec Dominique Cotteray. Elle a dit non, mon père est un type très bien, j'ai beaucoup aimé mon papa, j'avais même une relation privilégiée avec lui, j'étais sans doute sa fille préférée. L'avocat de Dominique Cotteray s'y met aussi. Il a envie de savoir, il a envie de comprendre. Donc, on lui laisse poser toutes les questions qu'il veut, aussi librement qu'il le veut. Donc, il insiste. Et on insiste tellement qu'on obtient donc les réponses. Son père savait. Il savait qu'elle avait tué ses bébés.
Elle lui racontait tout. C'était un secret entre elle et lui. Alors l'avocat de Dominique Cotteray revient sur cette histoire d'inceste. Encore et encore. Jusqu'à lui expliquer ce qu'est un inceste. Elle nous dit, finalement, c'est... Ouais, mon papa m'a violée. Que ces relations commencées dans l'enfance se perpétuent une fois qu'elle est mariée, après son mariage. On s'est tous dit, ah, enfin, voilà, elle nous le dit. Ce qu'on attendait, elle nous le dit, et on a l'explication. Et on a une explication simple, voilà, et presque rassurante. Dominique Cotteray avait peur que ces bébés soient les enfants de son père, mais les gendarmes ont écarté cette éventualité depuis plusieurs mois déjà. Cette théorie, au niveau de l'enquête, a été un peu mise de côté après l'obtention des résultats d'ADN des bébés, puisqu'on a su de manière officielle que les parents des 8 bébés étaient Dominique Cotteray et son mari. Si les bébés ne sont pas de son père, ça ne prouve pas qu'elle n'a pas couché avec lui. Mais il n'y a aucune preuve de cet inceste. Et le père de Dominique Cotteray est mort 3 ans plus tôt. Pourtant, l'explication satisfait tout le monde. Magistrats, avocats, mais aussi journalistes, qui font leur chou gras de cette révélation. C'est une déflagration, ça va avoir des retentissements sur sa famille, sur ses filles. C'est très compliqué, c'est lourd. Et puis, à la suite de ce papier où on révèle la théorie de l'inceste, on a un coup de téléphone d'un membre de la famille qui est très en colère et qui n'y croit pas une seconde et qui regrette qu'on salisse la mémoire du grand-père. Oui, ce coup de fil est peut-être assez symptomatique de ce qui se passe dans l'univers de Dominique Cotteray. On comprend que là où elle est née, là d'où elle vient, on ne parle pas. Des taiseux, Dominique Cotteray et sa famille. Mais la juge d'instruction a besoin d'explications. 2 collèges d'experts psychiatres vont se pencher sur la personnalité de l'accusé. J'ai l'impression qu'elle est en quête de se comprendre elle-même. Et donc, je dirais que l'entretien expertal, j'ose le dire, était un bonheur. On a envie de la prendre dans les bras et de la consoler. Elle est au-delà de la douleur. C'est une douleur en soi. Elle est totalement sincère en commençant par décrire la peur qu'elle a du regard des autres. J'ai peur d'être considéré comme un monstre, et même, est-ce que je ne suis pas un monstre? Dominique Cotteray se confie, et très vite un premier traumatisme émerge. L'élément le plus important, c'est le fait qu'elle était grosse, obèse, et la souffrance de cet état de fait dans le regard des autres. Vers l'âge de 15-16 ans, elle avait déjà plus de 85 kilos. Et pour 1m55. Et comme vous le savez, les enfants sont impitoyables. Et elle a subi tous les quolibets possibles. Et elle était mise à l'écart. Une fois adulte, son poids est resté tabou. 1m57 pour 130, voire 140 kilos. Une obésité qui lui a donc valu un premier accouchement difficile. Et ce traumatisme-là, il lui est infligé par la sage-femme, qui lui dit « À ma grosse, la prochaine fois, il faut que tu perdes 30 kilos. » Dans ce témoignage, est-ce qu'il y a du factuel et puis des choses un peu interprétées? Peu importe, à la limite. On voit que la manière dont elle l'a vécu, quand on est à l'écoute, prend valeur traumatique dans son histoire. L'obésité, de possibles maltraitances gynécologiques et surtout
Dominique Cotteray maintient devant les psychiatres qu'elle a bien été victime d'inceste. Les histoires incestueuses qui continuent au-delà du mariage d'une jeune fille qui a été touchée dans son adolescence sont plus rares. Mais elle a une telle manière de le raconter que ça sonne juste. Madame Cotteray, elle est gentille et jamais elle ne dirait du mal de son père. Elle n'a jamais prétendu qu'elle avait été forcée de manière violente par son père. La formule, je vous la répète, tout ce que j'ai senti, c'est qu'il poussait. Maintenant, c'était très sobre, très restreint comme discours. Je cite presque texto. Pour moi, finalement, quand on faisait l'amour, ce n'était pas un père, mais un homme. Et un homme qui semblait m'apprécier, un homme qui semblait m'aimer. Reste maintenant à parler des faits avec l'accusé. Elle n'est pas dans le déni de grossesse. Elle se sait enceinte. Elle n'est pas dans le clivage. Elle est dans le brouillage. Elle ne voit rien. Elle ne mentalise rien. Elle ne projette rien. C'est une grossesse non sociabilisée, qui n'est jamais investie par le psychisme de la femme comme un enfant à naître. Elle tue quelqu'un qui n'existe pas pour elle. Voilà la vérité clinique profonde. Les 8 bébés, elle ne s'en est jamais séparée. Alors, un jour, je lui dis, mais pour les 2 premiers, vous étiez dans une maison et vous étiez chauffé avec un poêle à charbon. Pourquoi n'avez-vous pas brûlé les camps? Elle m'a dit, ah ben non, ça leur aurait fait trop mal. C'est ça le phénomène inexplicable. Ça leur aurait fait trop mal. On comprend pas. On comprend pas cette réponse. On ne comprend pas cette réponse parce qu'elle défie évidemment tous nos repères cartésiens. Mais si on parvient à réaliser que pour ces femmes, cette chose qui est sortie de leur ventre n'est ni un bébé vivant, ni un bébé mort, qu'il est entre les deux, et qu'elle le garde auprès d'elle pour ne pas s'en débarrasser, justement, comme d'un simple objet, on peut comprendre qu'elles aient, comme Dominique Cotteray, cette idée que ça fait mal, ou cette idée qu'il faut laisser les cadavres les uns à côté des autres pour qu'ils puissent jouer ensemble. Je vais être sûr de bien comprendre. Quand vous dites cette chose, c'est-à-dire qu'elles ont des douleurs, elles perdent les os, et c'est une surprise de voir arriver l'enfant? Alors, on ne peut pas généraliser. Il y a des dénis de grossesse tout à fait caractéristiques, et puis il y a des situations cousines, on va dire. Donc, elles peuvent avoir le pressentiment qu'elles sont enceintes, elles peuvent l'avoir su, et elles peuvent l'avoir refoulée. C'est-à-dire, elles l'ont su, j'y pense et puis j'oublie, comme dit la chanson. Oui. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas envie d'y penser, et qu'il y a en quelque sorte un déni de l'inéluctabilité du terme de la grossesse, parce que ça finit toujours, une grossesse, au bout de 9 mois. Alors, elles n'y pensent pas. En général, ce sont des femmes qui sont plutôt taiseuses, et l'arrivée de cet enfant, cette chose, sonne quand même comme une libération, non? Non, c'est pas une libération pour elles, c'est un vécu catastrophique, il y a une chose qui sort dans la douleur, et elles improvisent des gestes. Je parle quand c'est une fois, pas quand c'est 8 fois. Bon. Et la libération, après avoir dit 2 ou 3 mensonges aux enquêteurs, en général, très vite, elles disent la vérité, et là commence quelque chose qui est de l'ordre de la honte, évidemment, mais aussi d'une forme de libération, en effet.
Une honte qu'une journaliste saisit quand Dominique Cotteray est libérée sous contrôle judiciaire le 2 août 2012 et qu'elle accepte de se dévoiler. Un peu. On est de part et d'autre de la table de la cuisine. Il y a un canari orange dans la cage et c'est lui qui ponctue en fait la discussion. Ça, le canari et le tic-tac de l'horloge, on a le poids du non-dit qui est là. Et en même temps, elle a dit sa vérité. Elle explique qu'elle aurait tellement aimé qu'à un moment, il y ait quelque chose de divin, de l'ordre du divin, qui serait venu l'aider à sortir de cette spirale infernale. Cadenasser Dominique Cotteray. Quand ses avocats la pressent de s'ouvrir, de parler, de s'humaniser. En prévision d'un procès qu'il redoute et tente d'éviter en invoquant la prescription des faits. Dominique Franck Berton et Marie-Hélène Carlier, les avocats de Dominique Cotteray, ferraillent dur depuis 2011 pour faire reconnaître la prescription. D'abord, que dit la loi? Alors, en matière criminelle, à l'époque, la prescription, elle est de 10 ans après les faits. Le problème, c'est que Dominique Cotteray, elle est incapable de dater la naissance et donc la mort de ses enfants. On sait simplement que pour les deux premiers, nés en 89 et 91, les faits sont prescrits. Ensuite, elle dit aux enquêteurs « Je n'ai plus été enceinte après 2003-2004 ». Donc la question, c'est est-ce qu'elle a eu un enfant ou des enfants entre juillet 2000 et 2003-2004 parce que ces faits-là ne seraient pas prescrits. Donc l'instruction doit dater les cadavres. Est-ce que c'est possible ça? Non, c'est impossible compte tenu de l'état des corps des bébés qui ont été retrouvés dans le jardin. En revanche, les enquêteurs ont une idée. Dominique Cotteray est épileptique. Elle prend un traitement depuis 1991 qui a évolué avec le temps. On a changé son traitement. Et les enquêteurs vont demander à des toxicologues s'il est possible, en étudiant la peau, les cheveux du bébé, d'y retrouver des traces des molécules des médicaments que prenait leur maman, et à partir de là, d'en déduire une période de naissance. Et d'après ces analyses, pour 7 bébés, il y a prescription. La question se pose pour le 8e. Donc, la question est de savoir s'il est né avant ou après le 24 juillet 2000. Oui, et pour l'avocat de Dominique Cotteray, Franck Berton, c'est impossible de le dire. Pour lui, les experts ne peuvent pas être aussi précis à 2 ou 3 mois près. Donc, Franck Berton adresse à la juge d'instruction une demande de constatation de la prescription de l'action publique. Demande rejetée, Franck Berton fait appel, demande rejetée une seconde fois, l'avocat se pourvoit en cassation. Entre-temps, Dominique Cotteray sort de prison et en août 2014, la Cour statue, Dominique Cotteray est renvoyée devant une cour d'assises. Mais je ne comprends pas, Dominique. Les faits sont prescrits et elle est quand même renvoyée devant une cour d'assises. C'est la première fois dans une affaire criminelle que la Cour considère que le délai de prescription de 10 ans peut être suspendu dès lors qu'un obstacle insurmontable rend les poursuites impossibles. Et en l'occurrence, cet obstacle insurmontable, c'est quoi? C'est l'obésité de Dominique Cotteray, qui lui a permis de cacher ses grossesses à son entourage. C'est-à-dire que comme personne ne s'est aperçu du fait qu'elle était enceinte, personne n'a pu engager des poursuites après que ces bébés ont disparu. C'est ça l'obstacle insurmontable. Dominique Cotteray est donc renvoyé devant la cour d'assises pour octuple assassinat. Une semaine avant le procès, le procureur annonce qu'il va donner un nom à chacun des bébés. Jusqu'ici, les 8 bébés sont des scellés, donc ils ont des numéros. Je voulais qu'on comprenne bien tous qu'on parlait d'êtres humains qui avaient été tués et même assassinés, et non pas de bébés chats. C'est une démarche qui pose question dans ce dossier, où on sent que pour cette femme, justement, tout l'enjeu est là. Est-ce que vraiment ça a été des enfants pour elle à un moment ? C'est l'une des questions centrales du procès qui s'ouvre à Douai le 25 juin 2015. Le public découvre la femme qui a tué ses 8 bébés. Quand elle apparaît, il y a une réaction d'étonnement. Elle porte un très long gilet gris. Il fait canicule dehors et on sent qu'elle se protège dans ce gilet. Les premiers jours d'audience, il est question de sa vie de mère, de grand-mère, mais aussi de femme.
Elle partage son temps entre le travail, le soin qu'elle prodigue aux autres en étant une soignante, le soin qu'elle prodigue chez elle en étant aux petits soins pour les siens, en portant le café à son mari dès le réveil, en préparant la gamelle pour le midi. Il n'y a pas d'espace pour elle, il n'y a pas de place pour elle. Elle a une vie de couple pas forcément épanouissante pour une femme. Le mari est entendu longuement. On voit un homme qui se débat lui-même avec ses propres silences, qui se dit amoureux, qui écrit des lettres quand sa femme est en prison, qui lui dit « J'espère que tu vas rentrer bientôt pour me faire mon manger ». La défense explique le geste de sa cliente par ce sentiment de solitude, avant d'aborder la question de l'inceste. Le 29 juin 2015, au 4e jour d'audience, elle est au cœur des débats. Je descends de l'estrade et je me positionne face à elle. Madame Cotterêts, je la connais bien. Hein. La meilleure façon donc de lui parler, c'est d'être proche d'elle. Et donc je lui dis, écoutez, maintenant on a besoin de savoir. Est-ce que vous avez été victime d'inceste ou pas? Et donc j'essaye de la remuer un petit peu. Et je lui dis, si vous nous mentez sur ce sujet, tout le monde croit que votre père est un salopard alors que c'est un brave homme. Et elle dit, non, non, j'ai été victime d'inceste. Je remonte, moi, donc, à mon bureau. Et là, Maître Berton repart sur le même sujet. Il l'aménage pas. Je disais, vous avez compris hein, que le procureur vous traite de menteuse. Maintenant, ça suffit, il faut qu'on sache. Écoutez, le plus simple, vous n'avez qu'à jurer sur la tête de vos filles que votre père vous a violé. Et là, Mme Cotterêts a un petit mouvement de recul et dit, avec une toute petite voix, non. Et là, tout le monde dans la salle comprend qu'il vient de se passer un coup de théâtre, qu'elle vient de changer de position. Les experts psychiatres attendus au lendemain de cette révélation viennent au secours de la défense. J'ai présenté mon analyse en disant, in fine, l'inceste, on s'en fout. On n'a pas besoin de ça pour expliquer la mécanique répétitive des néonaticides chez Dominique Cotterêts. Si l'inceste avait été là, ça aurait été un élément complémentaire d'explication, mais pas un élément central de la mécanique de ce qui s'est joué. Moi, j'insiste à propos du fait qu'elle connaît ce qu'on appelle aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique. Elle a un syndrome de stress post-traumatique de toute sa vie. C'est une suite de petites violences qui paraissent comme ça anodines, mais mises bout à bout, on a une espèce de destin, de vie de femme qui se dessine comme ça et qui permet de comprendre, encore une fois sans justifier, mais de comprendre comment elle en est arrivée là. Les psychiatres demandent que l'altération du discernement soit retenue et le 1er juillet, l'avocat général se lance dans ses réquisitions. J'avais vécu, entre guillemets, avec Madame Cotterêts pendant 4 ans, au point qu'à la fin, je ressentais une sorte d'empathie. Mais je me disais, tu risques de requérir un peu bas. Elle avait quand même tué 8 bébés, et quand on tue 8 êtres humains, ça peut pas être une peine de principe, ça peut pas être une peine symbolique. Et c'est pour ça que j'ai requis 18 ans de réclusion criminelle. Beaucoup ont été surpris de la sévérité de mes réquisitions. Moi-même, j'étais qu'à moitié satisfait. Moi, je pensais véritablement que l'affaire Courgeot, je pensais que les articles qui avaient eu lieu dans la presse, je pensais que les avis des experts médicaux avaient fait avancer les choses, mais pas du tout. J'ai l'impression qu'on juge un néonaticide comme en 1950. Finalement, les jurés entendent la défense. Après 5 heures de délibéré, Dominique Cotterêts est condamné pour 1 meurtre et 7 assassinats à 9 ans de réclusion criminelle. Elle a dit sa satisfaction, elle a dit sa joie d'avoir été entendue pour une fois, d'avoir été comprise pour une fois, qu'on puisse enfin l'accompagner. Et au-delà de la peine d'élimination qui avait été requise de 18 années de réclusion criminelle, les 9 ans pour elle sont un soulagement. Danielle Zaguri, elle a tué 8 bébés. Est-ce qu'il y a un élément qui aurait pu la faire sortir de cette spirale? Il y a quelque chose d'extrêmement frappant dans ces histoires de néonaticide, qui est le partage du déni par l'entourage. Ce qui peut interrompre ce processus terrible, c'est une grand-mère, un médecin, une maman, un mari, qui tout d'un coup se dit « mais
c'est pas possible. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est la reprise d'un processus normal, et on est frappé, par exemple, de voir qu'une femme qui a le ventre plat, à partir du moment où elle se sait enceinte, tout d'un coup, va avoir, en quelque sorte, les signes physiques de la grossesse qu'elle n'a pas eu tous les mois précédents. Il y a une espèce de switch parce que, tout d'un coup, elle est enceinte psychiquement. Dominique Cotteray a purgé sa peine. Elle est sortie de prison le 3 juillet 2018 et elle est restée mariée à Pierre-Marie Cotteray.